Mieux comprendre, c'est maintenant sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous et merci de rester fidèles à nos programmes où on parle encore de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Depuis sa mise en place, beaucoup de choses sont à expliquer pour édifier ceux qui veulent comprendre sur ce programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes partis de l'après la levée de l'état d'urgence suite à la Covid-19. Il fallait mettre fin à l'année scolaire 2019-2020 et cette fois c'est la rentrée scolaire 2020-2021. Qu'est-ce qui bloque encore? On en parle avec un invité que vous connaissez très bien. Il milite pour la gratuité effective de l'enseignement à RDC, Serge Bondedi. Bienvenue. Merci. Alors, vous n'êtes plus à présenter, mais je vais quand même le faire. Vous êtes coordonnateur de l'ONG IMAE qui veut dire en anglais Young Men Action for Education, en français Action des jeunes pour l'éducation. Depuis des années, à travers votre ONG, vous militez dans le domaine de l'enseignement ici en République démocratique du Congo, plus enseignement supérieur, primaire, secondaire et technique. On parle encore avec vous sur la gratuité de l'enseignement. C'est une matière que vous maîtrisez très bien. Qu'est-ce qui bloque encore? C'est la grande question. Déjà là, il y a rentrée scolaire après la reprise à la suite de la Covid. L'on constate que beaucoup de choses sont à faire, à matérialiser. Qu'est-ce qui bloque encore à ce jour? Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, comme vous l'avez dit, la réforme sur la gratuité fait partie de 10 principales réformes que le gouvernement s'est fixées à travers la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Donc, celle-ci répond donc à une obligation, à un engagement international, celui de le quatrième objectif du développement durable, ODD 4, de permettre à toutes les populations d'avoir accès à l'éducation. Et la gratuité, c'est aussi l'agenda mondial de l'éducation, donc pour permettre à tous les enfants d'avoir un accès gratuit de l'éducation des qualités de base. Et cette réforme qui avait connu un début un peu hésitant vers les années 2010 avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, et ensuite avait connu quelques problèmes d'enlissement. Et le chef de l'État actuel qui a adhéré notamment à la demande de la société civile et des autres mouvements syndicaux ainsi que de la communauté nationale tout entière, parce que c'était devenu intenable pour les parents de soutenir la scolarité de leurs enfants, et cela a provoqué un taux élevé d'exclusion scolaire suite aux barrières dues des frais de scolarité. Mais cette réforme a des impératifs ou des conditionnalités, ou soit des contraintes, notamment les contraintes financières, les contraintes de pilotage pour assurer le suivi de mise en œuvre. Il y a également les contraintes de qualité, parce qu'il faut maintenir la qualité de l'enseignement malgré la gratuité. Il y a également les contraintes ou les défis des équipements. Alors, la réforme a été lancée, mais à l'issue de réflexions mûries. Il y a eu d'abord des travaux préparatoires au niveau des notaires de la place, pour ne pas faire de la publicité gratuite. Ensuite, il y a eu la table ronde qui a dégagé le coût de la gratuité à la hauteur de presque 3 milliards de dollars l'an. Et parce que cela prenait en compte les aspects des manuels scolaires, il y a des imprimés des valeurs, notamment le bulletin et consorts. Il y a également la problématique de la prise en charge des enseignants, parce qu'il fallait, parmi les mesures fortes, casser le frais de motivation des enseignants par le parent. Oui, et là, il fallait que l'État puisse réajuster les salaires des enseignants sur base des 3 paliers. Et il fallait également des épineux problèmes qu'il fallait résoudre. Celui notamment de le paiement des enseignants non payés, qui étaient mécanisés mais qui n'étaient pas payés, et le paiement des enseignants nouvelles unités qui ont été engagés, qui presque sans pour autant être mécanisés et non, même pas aussi être payés. Ne reçoivent rien comme salaire. Il y a eu aussi beaucoup des aspects. Alors,
la table ronde s'est réunie du 22 au 24 août 2019. 18 recommandations assorties de ces travaux. Et actuellement, ce qui bloque, vous avez deux natures de problèmes. Il y a d'abord les effets de gouvernance. Et là, le suivi de mise en œuvre de la gratuité qui n'a pas été assez opérationnel. Vous avez le problème de financement qui n'ont pas suivi parce que... C'est ça qui pose surtout problème. C'est ça qui pose problème parce que tous les participants ont été conscients que cette réforme nécessitait des moyens colossaux et que le budget traditionnel serait limité. Il fallait donc passer au financement alternatif et innovant, notamment par l'instauration d'une taxe de solidarité en faveur de l'éducation que tout Congolais devrait payer. Mais pour mettre en place cette taxe, il fallait restructurer le fonds de promotion de l'éducation nationale qu'on appelle en sigle FPN. Et tout cela n'a pas été fait. Et il y a eu également, dans le cadre toujours de suivi de mise en œuvre, d'autres outils qui devraient être actionnés mais qui ne l'ont pas été. Ça, c'est dans le cadre du pilotage et de gouvernance, notamment la réactivation du décret du Premier ministre, une commission interministérielle, multisectorielle pour suivre la gratuité parce que ce sont des aspects vraiment transversaux. Mais il y a eu aussi cet aspect de la Covid-19 qui a totalement dérangé les capacités de mobilisation financière et l'État qui s'est vu axifié et naturellement parce que officiellement l'État n'a pas encore informé le partenaire éducatif que nous sommes des raisons officiellement. Ce sont comme quand même analystes et puis acteurs référents dans les secteurs. Nous savons recouper les renseignements et d'informations. Donc le problème de mobilisation des recettes qui a aussi dérangé et ce qui a fait que le paiement de nouvelles unités ne puisse pas être au rendez-vous. Est-ce qu'au départ, il n'y a pas eu un plan de réflexion pour la mise en place de la gratuité? Est-ce qu'il ne fallait pas passer à des préalables pour se rassurer que cela allait marcher? Comme je vous ai dit, c'est vraiment une réforme très importante qui, en termes même de réflexion lors de la table ronde, on a épinglé l'aspect d'un leadership fort. Et laissez-moi vous dire, comme société civile, que ce leadership fort a manqué, à tous les niveaux. Je citerai même le chef de l'État lui-même, le Premier ministre et au niveau du ministère. Un leadership fort parce qu'il fallait anticiper sur les actions. Ce n'est pas une réforme qu'il fallait négliger. C'était une réforme très importante, bénéfique pour les enfants. Le système a connu une augmentation de 4 millions d'enfants de plus qui autrefois n'avaient pas accès à l'éducation, faute de moyens des parents. Faute de moyens. Mais avec les 18 recommandations qui ont été formulées à la table ronde, il fallait un leadership fort. Déjà, le chef de l'État, en prononçant cette pensée, cela nous a poussé, comme société civile, de faire suffisamment d'actions pour attirer l'attention du gouvernement à mettre en place les cadres de réflexion, ce qui a été fait. Mais dès après les lancements, c'est vrai au début, le chef de l'État avait donné des instructions claires, notamment avec le réajustement du salaire des enseignants. Mais juste après, il y a eu un peu de cassures pour suivre de près. Notamment au niveau du Premier ministre, le décret du Premier ministre pour être réactivé n'a pas été fait. Il fallait également révisiter la loi cadre parce que aujourd'hui, nous sommes revenus sur la fixation de frais qui hier était supprimée. Suivant la suite logique de la gratuité, notamment le frais de bulletin, le frais de Minerval, le ministre fixe ce frais parce qu'il y a un soubassement légal. Or, si on avait obéi à la recommandation qui nécessitait notamment la révisitation de la loi cadre, le ministre ne pouvait pas avoir cette base légale de fixer le frais, ainsi que le gouverneur de province. Donc, au niveau du leadership, il y a vraiment un sérieux problème. On n'a pas senti cette volonté affirmée à tous les niveaux, présidence, primature, ministère, de consolider, de construire cette réforme. Non plus côté Parlement, apparemment. Exactement. Les élus nationaux, en ne laissant pas trop parler de la gratuité. Oui, une fois, ils ont interpellé le ministre, je crois que c'était au niveau du Sénat. Le ministre est allé expliquer aux sénateurs. Mais en tout cas, j'ai suffisamment du respect
à l'égard de nos élus, mais on a quand même senti, bon, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas techniciens, mais on a quand même senti qu'il y avait certains vides de la part de nos élus. Et comme interprétation, pour nous, nous nous sommes dit peut-être qu'ils ne se donnent pas assez d'efforts pour comprendre... Justement, l'invitation à l'égard du ministre d'État à l'IPST au Sénat, c'était sûrement pour bien édifier les élus de la Chambre haute sur ce programme, combien important. C'est toujours important que le membre du gouvernement explique. Mais dès par leurs préoccupations, on a senti que nos élus manquaient beaucoup d'éléments. Ils sont restés superficiels et c'est là, nous comme défenseurs de l'éducation, ça nous a un peu dérangé de voir les élus de ne pas avoir suffisamment d'éléments en comparaison lorsqu'il s'agit d'une actualité politique où vous sentez toutes les casseroles bouillonner comparativement à l'éducation. On sentait vraiment que les éléments manquaient. Donc c'est cet aspect-là de leadership, de préoccupation majeure, parce que la réforme était vraiment importante. Parce que, par exemple, il y avait les effets induits qu'il fallait contenir. Et dans les effets induits, vous avez le surpeuplement de classes qui nécessitait d'autres projets, d'autres programmes. Notamment la construction de des nouvelles écoles, des classes. Mais on n'a pas senti des travaux dans ce sens-là pour apprendre à bras le corps tous les dangers que la gratuité comme réforme pouvait en produire en termes des effets induits. Il y a, nous, au niveau d'Imaye, à l'époque, on avait même initié une étude sur l'identification des effets induits de la gratuité. On en avait récolté au nombre de 16, une globaux. Mais est-ce que, au niveau du ministère, ces soucis-là ont été manifestés clairement? Ce sont là tous ces éléments réunis aujourd'hui qui fait que, à cette rentrée scolaire, nous connaissons des problèmes, graves problèmes, parce qu'on n'a pas pu régler ces problèmes au moment voulu. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Il y a déjà même des élèves et des enseignants qui ont levé le ton pour se plaindre du salaire. Le chef de l'État a promis qu'il allait avoir financement, qu'il y avait même des contrats avec des partenaires pour financer la gratuité. Devrions-nous craindre encore des problèmes pour cette année scolaire, édition 2020-2021? Des problèmes seront encore plus graves. Plus graves. Déjà en termes de mobilisation de partenaires, au cours d'une séance d'évaluation de la gratuité qu'on a eu avec d'autres amis de la société civile, je leur ai notamment fait remarquer comment dans cette grande réforme, il y a eu, en tout cas matériellement, qu'un seul PTF, partenaire technique et financier, qui s'est mobilisé, c'est la Banque mondiale. Seulement la Banque mondiale. Seulement la Banque, alors que nous en avons autant. Pourquoi cette réticence? Alors que les problèmes générés par la gratuité sont nombreux. Déjà, en termes de gouvernance, ça doit interpeller le décideur. On devrait, puisque le pays est accédé dans le respect du droit à l'éducation, on devrait bénéficier de l'accompagnement de la communauté internationale, au moins. Vous avez soulevé un point en disant que c'est peut-être un problème de leadership. Puis il revient à ceux qui ont mis en place cette gratuité de mobiliser encore plus les partenaires étrangers. Effectivement, notamment. Voilà pourquoi je vous ai dit, effectivement, il y a un problème de leadership. Il fallait mobiliser suffisamment de partenaires. Parce que la banque n'intervient qu'en termes du salaire des enseignants. Or, la gratuité est un paquet. Vous avez dit qu'il faut 4 milliards de 3 milliards de dollars l'an. Et là, je vous dis, c'est vraiment en des termes sous-estimés. Parce que si vous prenez l'aspect qualité prend en compte les conditions des apprentissages. Et pour résoudre ces problèmes des conditions des apprentissages, il y a les conditions même de nos salles de classe. On n'en parle pas assez. Vous pouvez faire une étude comparative sur les conditions de construction des établissements scolaires coloniaux et ceux qui sont venus après. Il n'y a pas match. Vous avez même la hauteur des salles de classe. Vous avez la surface. Tout ça contribue à l'aération. Tout ça contribue aux conditions des apprentissages. Vous avez les manuels scolaires. Et pour nous, en République démocratique du Congo, quand on parle de manuel scolaire, c'est un livre de français et de mathématiques. Mais on peut aller plus. On peut aller plus. Tout ça, ce sont des éléments qu'on n'a pas peut-être
trop prise en compte au départ. Et ça provoque des problèmes. Il y a eu également le problème de l'identification des enseignants nouvelles unités. À l'époque, nous étions à Limité, ensemble avec le ministre et son vice, ainsi que le haut cadre du ministère. Lorsqu'ils ont présenté le fichier final des enseignants qui ont été identifiés, le service technique du ministère, le SECOPE, a dit qu'il a quitté des 359 000 enseignants à 149 000. En prenant la parole, je leur avais dit que ces problèmes, le fait pour vous décompresser, pour nous, la société civile, ça nous arrange, parce que personnellement, j'étais sur le terrain, j'ai vu comment est-ce que ceux qui n'étaient pas enseignants ont tout fait pour se retrouver sur ces fichiers. Mais le fait de les compresser causera d'autres problèmes. Parce que près de 250 000 personnes qui attendent les salaires ne verront pas leur salaire. Il y aura grève. Il faut communiquer. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de peine à constater que le gouvernement avait sous-estimé cette interpellation. Et aujourd'hui, vous voyez, le ministère connaît de sérieuses difficultés parce qu'il n'a pas communiqué. Donc, c'est un problème réel, le problème de financement. À l'époque, j'ai même fait observer aux experts de la Banque mondiale que l'augmentation du salaire n'est pas un premier miracle. Le président Kabila, à l'époque, avec le premier ministre Matata, ils ont fait augmenter les salaires. Des enseignants. Mais nous sommes dans un pays qui a un contexte économique très fragile. Quand il y a instabilité de la monnaie, tout ce que vous pouvez faire comme effort d'augmentation, même si les enseignants touchaient 1000, mais s'ils sont payés à francs congolais, en cas de problème d'augmentation au niveau de la monnaie, ça perd de la valeur. Ça perd de la valeur. Il faut penser en termes de politique des investissements dans le secteur de l'éducation. Si vous pensez, par exemple, je m'explique, au lieu de donner 1000 aujourd'hui aux enseignants, expliquez aux enseignants qu'on va vous donner 200, mais les 800, nous allons investir sur les besoins de base, notamment les logements, notamment vos problèmes de mobilité, notamment vos problèmes des assurances vie, pour que dans 5 ans, dans 10 ans, vous ayez une vie stable. Mais malheureusement, on n'était pas peut-être assez suivi, mais aujourd'hui, le fait nous donne raison. Le 250 qu'on a essayé d'ajuster, en francs congolais, aujourd'hui, ça représente presque 110 $. Et la situation des enseignants est intenable. Il y a des enseignants qui ne touchent que 300 000 francs congolais. 300 000 francs aujourd'hui, c'est qui représente 150. Comment payer les loyers? Comment assurer la scolarité de leurs propres enfants? Autant de problèmes que nous, on voulait. Voilà pourquoi on tenait à ce qu'il y ait un suivi de mise en œuvre quotidien. Mais malheureusement, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit à la primature, que ce soit au ministère, on ne nous a pas suffisamment écoutés et je vous assure que les problèmes seront très nombreux. D'où l'on constate qu'il y a en interne, même peut-être les enseignants eux-mêmes, certains qui combattent cette gratuité. Oui, ils combattent la gratuité. Parce qu'avec la gratuité, il y a un déficit notamment des revenus. Et lorsque l'État n'a pas... C'est fort dommage. C'est aussi une très mauvaise perception. Comme défenseur de l'éducation, nous l'avons suffisamment dit avant le lancement de la gratuité, que l'employeur de l'enseignant s'appelle l'État. Et c'est à lui d'assurer ses obligations vis-à-vis des enseignants. Et non les parents. Et non les parents. Ça serait le monde en envers. Et cette tournée, ce monde en envers, a occasionné beaucoup de problèmes, de telle en sorte que nous nous sommes retrouvés dans une situation de catastrophe éducationnelle. Et aujourd'hui, ce que le pays connaît, même dans tous les domaines de la vie, sur le plan politique, sécuritaire, l'augmentation récurrente du banditisme urbain, c'est parce que nous avons négligé l'investissement dans le secteur de l'éducation. Donc il était temps de redresser les choses. Et il fallait commencer là où il fallait commencer. Mais il fallait suffisamment d'attention pour que nous ne puissions pas tomber, car c'était une réforme avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de contraintes. Une bonne réforme, mais très vite lancée. Il fallait lancer, mais il fallait une attention soutenue. C'est ce qui a manqué de la part des dirigeants. C'est ce que nous condamnons. C'est cette forme de mimétisme, cette forme de négligence où on pensait qu'il suffit de lancer et les choses vont aller de soi. Et à ce jour, on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Donc les enseignants doivent conjuguer des efforts. Ils sont à Bibois,
Mais laisse-moi vous dire, c'est avec beaucoup de peine. Avec le gouvernement. Avec le gouvernement, ça va faire 3 semaines, plus de 3 semaines, parce que ça tend vers le 1 mois, sans pour autant travailler. Mais tout le monde est payé. Il y a le gouvernement, il y a les enseignants à Bibo. Je me suis rendu 2 fois sur invitation du gouvernement, mais il n'y a toujours pas eu le lancement. Donc, cet aspect de désacralisation de la République, vraiment, ça écœure. Les gens doivent, lorsque les enfants se mettent dans la rue pour revendiquer à la place des enseignants, c'est extrêmement grave. L'enfant, les enfants qui se plaignent, l'enfant qui quitte la maison, on n'a pas cours. L'enfant qui quitte la maison pour l'école, il est sous la responsabilité parentale. Lorsqu'il est à l'école, sous la responsabilité des responsables des écoles, mais il quitte l'école pour se retrouver dans la rue, exposé à des extorsions, à des accidents de circulation. La manipulation des enfants, c'est quand même grave. Justement, j'ai suivi le vice-ministre en charge de l'EPST, Didier Boudimbo, qui parle d'instrumentalisation des enfants pour descendre dans la rue. Est-ce qu'il y a instrumentalisation ou les enfants se plaignent juste parce que les enseignants ne sont pas dans les salles de classe? Ce qui est vrai, le plainte des enfants, personnellement, j'en reçois chaque jour. Aujourd'hui, par exemple, j'en ai reçu sur le non-respect de gestes et barrières. Les enfants sont, nous aussi, comme défenseurs du droit de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ça nous achante lorsqu'on voit les enfants avoir le courage de parler sur des choses auxquelles ils subissent. Pour nous, en tout cas, ça nous arrange. C'est vraiment des avancées en termes de revendication de droits. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, nous savons qui sont les instigateurs. Et en son temps, on a même prévenu les autorités du ministère. Ce qui est mal, en tout cas, laissez-moi vous dire que parfois, ils ne tiennent pas compte de ce que nous leur disons. Il y a 4 mois, j'ai vu les autorités du ministère pour leur dire voici ce qui se rhume, voici ce qui se prépare. Il faut prendre les choses en main, à bras les corps. Et maintenant, ils sont surpris, ils se plaignent de cette instrumentalisation qui était préparée il y a 4 mois. Mais qui sont derrière qui sont ceux qui sont derrière ceux qui, de un, amassaient beaucoup avec la prime des enseignants provenant des parents. Ceux qui avaient eu des crédits auprès des banques pour construire des écoles, entre guillemets, privées, mais lotis sur des espaces que l'État leur avait accordé cela gratuitement pour servir de fin scolaire. Et aujourd'hui, ils sont sous pression des crédits bancaires. Il faut rembourser. On ne sait pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Il faut passer par la renaissance de la prime des enseignants par les parents. Et malheureusement, les enseignants, parfois, ça nous inquiète. Et les enseignants n'ont jamais bénéficié de ces primes. Vous avez des écoles ici à Kinshasa qui par jour perceptionnaient jusqu'à 5 000, 10 000 $ les jours. Et les enseignants recevaient que 2 miettes. Et c'est responsable. Des miettes mensuelles. De miettes mensuellement. Parce que lorsque vous êtes dans une école, par exemple, qui fait payer 500 $ et que les enseignants en totalité ne sont pas plus de 20, mais ils sont payés mensuellement une prime sur plus de ce que l'État leur accordait, des 100 $, mais des gens qui se faisaient des milliards. Il y a des rapports qui existent. Il y a l'argent qui allait dans les poches des gens. Dans les poches des gens. Les rapports existent. Le ministère l'a reconnu lors de plusieurs travaux. Mais ces mêmes enseignants sont aujourd'hui instrumentalisés. C'est vrai qu'ils ont des problèmes. Ça, je reconnais. Des problèmes sérieux. Mais ces problèmes trouveront des réponses durablement que de la part du gouvernement. Donc, il ne faut pas perdre le ciblage. Il faut cibler le gouvernement, que le leadership soit fort, que le pilotage réponde aux desiderata, aux besoins que la réforme exige pour qu'ils trouvent vivre décemment. La responsabilité, la grande, si je dois vous comprendre, revient au gouvernement de la République, qui semble ne pas prendre des décisions qui s'imposent. Oui, voilà pourquoi le gouvernement est tenu responsable. À un certain moment, même personnellement, je l'ai dit au ministre, que les actions posées par lui, étant qu'autorité de tutelle, ont pour effet de déconcerter la gratuité. Pourquoi ? Lorsque le gouvernement estime qu'il y a effectivement de sérieux problèmes, pourquoi pas, dès le début, actionner la restructuration du FPN? Parce qu'il faut trouver des ressources complémentaires, des ressources additionnelles.
Au-delà de ce que promet ou ce que peut donner la Banque mondiale. Au-delà de ce que peut donner la Banque mondiale et ce que le budget prévoit. Il faut une taxe de solidarité. Il faut que tout citoyen contribue aux efforts du développement dans notre pays. Une taxe à imposer, un peu comme la TVA dans les achats. Exactement, ça fait partie des recommandations. Mais les informations à notre possession font état de 2 réunions convoquées par le ministère au niveau de la DAF et des réunions qui suffisaient qu'à une prise de contact. Et depuis lors... Sans pour autant soulever les problèmes. Sans pour autant soulever le problème. Et voilà, aujourd'hui, ces problèmes de financement nous rattrapent. Et nous, comme société civile, nous estimons que ce sont peut-être une rétention d'action faite peut-être volontairement pour permettre à tout le monde de se retrouver dans cette prime que paieraient les parents. Mais c'est difficile, on ne peut plus retourner dans cette case de départ. C'est très difficile, on ne reviendra plus. Alors je vais vous poser une question qui va peut-être un peu vous déranger. Est-ce que l'Église catholique s'investit assez pour la gratuité? Il semblerait que l'Église catholique, en coulisses, semble mal digérer cette gratuité parce que l'Église aussi perd beaucoup. Ça ne va même pas me déranger parce que vous le savez très bien qu'à un certain moment, j'ai eu des sérieux problèmes avec l'Église jusqu'à se retrouver à la prison centrale de Makala. Parmi les confessions religieuses, l'Église catholique fait partie des confessions qui ont beaucoup plus bénéficié de la prime parentale. À travers ces différentes écoles, à travers ces différentes écoles, il y a des études qu'Imae a fait qui sont incontestables. Vous avez le frais de l'archidiocèse, où chaque élève devrait déverser, les parents qui payaient, il y avait une quotité qu'on envoyait au cardinal. C'est connu, le frais de l'archidiocèse. Vous avez notamment le frais qu'on appelait la caisse commune de solidarité, qu'on déverse à la banque de l'Église. Au profit des écoles catholiques ou de l'Église catholique. L'explication officiellement fournie à l'époque, c'était pour permettre aux écoles qui ne sont pas nantis d'être aussi rénovées. Mais à l'époque, on a écrit aux autorités ecclésiastiques de l'Église pour nous donner au moins la liste des écoles qui ont été rétapé suite à ces frais, à la perception de ces frais, mais on n'a jamais reçu cette liste. Donc, c'est vrai qu'après, avec la nouvelle dynamique, il y a eu quand même des déclarations, notamment à Kinshasa, l'abbé coordonnateur diocésain insiste qu'on ne retournera plus à la case de départ, mais laissez-moi aussi, comme quand même spécialiste dans le secteur, de vous livrer quelques secrets. Au niveau de l'Église, il y a aussi un problème d'organisation. Il y a ce qu'on appelle plusieurs congrégations. Et chaque congrégation partage les choses de sa manière. Vous avez des congrégations, par exemple, comme le frère des écoles chrétiennes, qui a sa philosophie. Vous avez les jésuites qui ont aussi leur philosophie. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, les jésuites ont dit au gouvernement, pour faire fonctionner le collège Boboto, il fallait presque $1 million l'année. Donc, une sorte de mettre le gouvernement dos au mur. Mais ce que nous disons, l'Église doit renforcer la gestion, la coordination entre ces différentes congrégations. Et de deux, ce que nous disons, c'est que nous, ça nous préoccupe. Dans la plupart des écoles conventionnées catholiques, je peux vous citer le collège Frère Zouza, la concession a été attribuée à la congrégation pour poursuivre les objectifs d'éducation des enfants. Mais vous avez la clôture, on a érigé des magasins. On a érigé des magasins sur l'avenue Kassavoubou. Sur l'avenue Kassavoubou. À hauteur de la station ML. Exactement. Et à l'intérieur, il y a même des parcs d'attractions. Et plus grave, on a construit une deuxième école, le collège Frère Zouza. Curieusement, cette école est privée. Qui est juste à côté du collège Alimba. L'école est privée dans une concession attribuée pour les objectifs éducatifs. Et dans cette école privée, les parents payent. Le terrain appartient à l'Église catholique. À l'Église catholique attribuée. N'est-elle pas libre d'en faire ce qu'elle veut? Mais c'est ce que nous disons, c'est le détournement pour de fins privées. Parce que le terrain attribué pour des objectifs précis, sociaux,
l'éducation des enfants, mais vous en faites pour le besoin lucratif. On crée une école. On crée une école d'abord qui est privée et on sous-loge des locataires qui font des activités commerciales, mais dans l'absurdité, l'école au moins pouvait être totalement gratuite. Dans l'absurdité. Donc voilà un peu des choses que nous ne partageons pas avec l'Église catholique. Et c'est là même chez les protestants. Si vous vous rendez au lycée Chaoumba, c'est pareil. C'est l'école qui va dans tous les sens. Si vous allez chez les salutistes, vous êtes sur Avenue Kassai, Itintolani, vous êtes derrière le collège Maboudi, vous êtes sur le lycée Matongé, c'est pareil. Donc, les confessions religieuses ne jouent pas un franc jeu. On devrait encourager peut-être les confessions religieuses à une autoprise en charge à travers ces boutiques et commerces qui sont loués, mais qui devraient aussi donc accepter déjà de se lancer également dans la gratuité. Mais déjà, ces confessions sont des églises qui reçoivent les offrandes, les aumônes et consorts. Peut-être que ça ne suffit pas. Ah, il faut et là, nous pensons que le jeu n'est pas aussi ouvert. Parce que ça remet même en cause l'intégrité des confessions religieuses sur cette affaire des business schools au Congo. Parce qu'ils ont des organisations et ils reçoivent des dons de multinationales. Venant à travers le monde. À travers le monde. On devrait sentir l'implication dans la gratuité. Voilà pourquoi la question du leadership rattrape même les confessions religieuses. Donc le gouvernement devrait mobiliser. On a vu au Congo à l'époque du 3C, colonisation, catholicisme et commerce. L'Église catholique a construit les écoles en République démocratique du Congo. C'était avec quel fonds? Mais on peut rééditer l'exploit. Elle est à féliciter d'ailleurs. Elle est à féliciter, mais malheureusement, le business school a rattrapé les églises à un niveau incommensurable. Tout le monde est la main dans le business où on considère l'école comme un bien marchand et un peu d'argent. Donc, les confessions religieuses devraient rééditer l'exploit de l'époque coloniale pour soutenir suffisamment cette réforme à la place d'en donner beaucoup de coups, et ce qui donne beaucoup de préjudices à nos enfants. Alors en parlant de l'Église catholique, j'aimerais quand même vous poser une dernière question sur cette Église catholique. C'est la déclaration récente du cardinal Fridolin Ambongo qui a pris la décision en annonçant que désormais, dans le tout prochain jour, je ne sais pas si cela est déjà mis en place, qu'il faudra avoir que des enseignants catholiques pour les écoles catholiques. Quel est votre avis? Parce que ça a quand même créé une polémique. Il y a eu des réactions à travers le pays. À votre niveau, en tant que coordonnateur de IMAE, comment avez-vous perçu cette décision du cardinal? D'abord, c'est une décision qui ne s'appliquera jamais. Parce que là, il a fait de l'usurpation. Il n'a pas qualité de 1. Il n'a pas qualité parce qu'il n'est pas l'employeur des enseignants. Et personnellement, jusqu'à ce jour, je ne m'en reviens pas. Je me dis, si c'était quelle mouche qui a piqué le cardinal, c'est quelqu'un quand même qui je sais, est de formation de moralité. C'est un professeur de cours de morale dans plusieurs universités. Et je me dis, certainement, c'est une déclaration qui a des soubassements, peut-être des revendications autres que éducatives, peut-être politiques, peut-être il a peut-être quelques arrangements avec les autorités du pays et il veut faire des surenchères. Une petite crise de colère. Une crise de colère parce que d'abord du point de vue qualité, il n'a pas qualité. Car les écoles, en de termes de la loi, sont régies par l'État qui en a le pouvoir organisateur. C'est la loi 4. Qu'elle soit privée, protestante, l'organisation est l'apanage du gouvernement. Et puisqu'il parlait des enseignants, les enseignants sont régis par la loi portant statut et carrière des agents publics de l'État. Et la loi est claire, cette loi, qu'aucun agent de l'État peut être sanctionné sur base de son appartenance ethnique ou religieuse. Et surtout que nous sommes un pays laïque. Nous sommes un pays laïque. Si c'était pour le centre missionnaire, le petit séminaire, le cardinal a tout à fait tous les droits
de fixer le principe. Mais ici, nous sommes dans les établissements d'enseignement national. Ça, c'est du point de vue des enseignants, la loi portant carrière des agents publics de l'État. Et je vous ai fait voir la loi, la législation scolaire. La déclaration du cardinal viole même le principe de souveraineté de l'État vis-à-vis de l'enseignement national. Qui est le cardinal pour se réveiller un matin et dire que dans les écoles conventionnelles catholiques, non, les enseignants ne professant pas la foi catholique ne peuvent plus prester. C'est quand même assez grave. Il n'est pas l'employeur, ce n'est pas le cardinal qui organise les tests d'embauche, ce n'est pas non plus lui qui affecte les enseignants. Alors si vous deviez donner un conseil au cardinal à ce sujet, qu'aimeriez-vous lui dire? Qui doit rester, c'est qu'on connaissait de lui il y a quelques années. Depuis un temps, personnellement, ces sorties médiatiques déçoivent beaucoup. Un peu de frustration suite aux revendications peut-être politiques à de son l'Église. À son niveau, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. En tout cas, il n'a pas... c'est vrai que comme humains, nous sommes tous faillibles, mais à son niveau, en tout cas personnellement, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait à la limite, comme société civile, je dirais, on peut soumettre les cardinals ce qu'on a fait au président Donald Trump aux États-Unis. Suite à certaines sorties médiatiques, l'administration américaine avait trouvé utile de soumettre le président Donald Trump à certains examens médicaux. Parce que là, je m'en reviens pas. Tout sauf ça. Alors, on tend vers la fin de cet entretien, combien riche et important. Oui. Il y a quelque temps, je vous ai reçu, je vous reçois à nouveau. On sent que vous avez de la matière dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, pour que la gratuité puisse réussir, qu'est-ce qu'il faut finalement faire? À titre de rappel, peut-être en passant par les 18 recommandations dont vous avez parlé là. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il faut rapidement faire? Il faut un leadership fort. Il faut vraiment un leadership éclairé et un engagement. À prendre à bras les corps. Moi, j'ai toujours contesté le fait que le chef de l'État lui-même ne s'est jamais présenté à la table ronde alors qu'il était à Makutano, il était dans les forums sur l'énergie, après les courants ne s'arrangent toujours pas. Il doit consulter les enseignants. Il doit consulter tout le partenaire éducatif. Le Premier ministre, c'est vrai qu'il a fait une déclaration lors de la présentation de son programme au Parlement, mais il doit aller très loin. Il doit aller très loin. Et le ministre doit se débarrasser de son carcan politique partisan. Il est ministre du secteur de l'éducation. Il doit surtout écouter la société civile. Je vous dis que le ministre ne reçoit pas la société civile. Hein. Il ne reçoit pas assez. Bon, donc, c'est vous qui nous apprenez cela. On se retrouve dans des réunions. Mais comme ça, pour vraiment tabler, peut-être entretien téléphonique, mais comme ça, réfléchir ensemble sur le moyen, trouver les solutions, c'est vraiment fort dommage. Donc il faut un leadership fort. Il faut mettre en œuvre les recommandations de la table ronde. Il faut pas marcher sur les chantiers déjà battus. Il faut vraiment rester sur les chantiers. Et il faut des financements innovants, sinon et un dialogue sincère pour que les choses marchent. Et sinon, tout le monde devrait s'impliquer sincèrement. Tout le monde devrait s'impliquer. Il faut mobiliser gratuité. suffisamment les partenaires techniques et financiers. Les partenaires sociaux, nous l'avons fait. Nous avons toujours soutenu, malgré les contradictions, malgré les contestations. On a toujours soutenu, mais de la part du gouvernement et surtout une option très, très importante. Les politiques ne doivent plus continuer à considérer l'éducation comme un champ de bataille, de guéguerre entre les membres de la coalition. C'est surtout ça le principal problème. Merci beaucoup Serge Mondedi, notre invité de Mieux Comprendre. Merci de toujours répondre à notre invitation. Je rappelle ici que vous êtes coordonnateur de l'ONG IMAE, qui veut justement dire en anglais Young Men Action for Education, action des jeunes pour l'éducation. Merci de votre passage encore dans nos studios. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivi. Beaucoup à dire sur la gratuité de l'éducation. Qu'est-ce qui bloque? Serge Mondedi, qui est dans le domaine, a essayé de nous édifier à ces sujets. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de nos programmes.